La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Cette semaine, j'ai parti le Python Record avant même d'aller voir mes notes. Mais il y avait déjà quelque chose de quoi je me suis dit, tiens, je vais starter avec ça. Et j'ai envie de starter en vous posant une question. Avez-vous peur de la mort? C'est quoi la mort? C'est l'inconnu. La vie aussi, c'est l'inconnu. Comment a-t-on été fabriqué, sachant très bien qu'on vit dans beaucoup d'inconnus? D'où on vient? Où est-ce qu'on va après? Pourquoi on est ici? Parfois, je me demande si on vit dans une simulation et on a été programmé pour vivre avec le fait qu'on ne sera pas là pour toujours. Personne. Personne. Tout le monde un jour va disparaître et au-delà de ça, non seulement ça, on a tellement des problèmes dans la vie, des petits problèmes de tous les jours. Mais parfois, je me dis, hey, dans 600 ans, là, il n'y a pas un chat qui va se rappeler de toi. À moins que peut-être tu chantes une chanson que tu as mise sur Internet puis qui devient un tube, mais 600 ans, c'est loin. Ouh! Va-t-on se rappeler de moi dans 600 ans? Qui va rester? Moi qui n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui va rester de moi? Et pourquoi? C'est probablement quelque chose qui est arrivé dans mon cerveau depuis peut-être 2 semaines ou 3. Parce que, il y a une raison à ça, parce que j'ai lu 2 livres en ligne de Pat Sénécal. Et j'en avais déjà lu d'autres. Donc, j'ai lu le livre Flow, F-L-O-T-S. Y a-t-il un S? Je crois qu'il y a un S. Et Hell.com. Et de lire du Pat Sénécal, d'ailleurs, c'est pas fait pour tous. Patrick Sénécal, qui est un écrivain québécois, qui écrit des romans, j'irais pas jusqu'à dire d'épouvante, parce que c'est très psychologique. Mais il y a beaucoup de situations très possibles dans la vraie vie, disons-le comme ça. C'est pas de l'irréel, c'est pas du fantastique, mais il y a des crimes, il y a de la bestialité, il peut y avoir des viols, mais c'est tordu. La façon que je décrirais l'écriture de Pat Sénécal, c'est que c'est tordu, et j'adore ça. Et d'ailleurs, tu sais, moi j'ai des gens autour de moi que je leur dis, qui aiment la lecture, et ils me disent, qu'est-ce que tu lis du Pat Sénécal? Et eux, ils me disent, ah non, moi je suis pas capable de lire ça, c'est trop. Et c'est vrai que l'écriture de Patrick Sénécal, ce n'est pas pour tous. Mais Patrick Sénécal lui-même en entrevue l'explique tellement bien de dire, plusieurs personnes vont lire mes romans, vont penser que mentalement je suis dérangé. Et il explique très bien le fait que, au fond, le fait de l'extérioriser, non seulement lui étant une personne que je considère très stable psychologiquement, et lui-même se considère stable comme ça, c'est de l'art. C'est de l'art. Et lui, c'est comme un Stephen King québécois, mais moi, personnellement, pour avoir lu du Stephen King, je le trouve encore meilleur que Stephen King. Pas trop de descriptions pour rien. L'histoire est bien ficelée, malgré le fait que ce soit complètement tordu. Personnellement, j'adore. Donc, lui-même en entrevue se dit très stable psychologiquement. C'est de l'art, et un artiste, dans la définition de l'art, c'est vraiment
de ne pas avoir vraiment de filtre. Il faut, pour être honnête dans son art, ne pas se dire « OK, j'écris un livre pour être sûr d'en vendre le plus possible. » Ou pour un artiste qui, mettons un chanteur, « OK, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir le plus de gens possible qui m'écoutent? » Pour pouvoir faire en sorte que le plus de gens possible entendent ma chanson quelque part. Et d'ailleurs, au Québec, c'est bizarre à dire, moi, le premier qui me vient en tête, c'est Marc Dupré. T'sais. Marc Dupré, pas certain que lui, à la base, il voulait chanter des chansons pour grand-maman, là. Hein? J'ai rien, je fais pas de logisme. Reste que Marc Dupré, qui est juge à la voix, puis qui a déjà été imitateur, il était pas mauvais, là. Mais ses chansons, ça s'adresse pas à du 45 ou du 50 ans et moins, là. On s'entend. Qui écoute Marc Dupré? C'est particulièrement les dames d'un certain âge qui sont les mêmes qui écoutent La Voix, Star Academy, etc. C'est qu'ensuite, Marc Dupré, suite à sa carrière d'imitateur, a dit « Hey, j'aimerais ça chanter des chansons. » Et j'ai l'impression que il y a des personnes en arrière de lui qui ont tout mis en place pour plaire à une catégorie d'âge qui ne me correspond pas. Et c'est une catégorie d'âge qui écoute encore la télévision. C'est la catégorie d'âge qui consomme encore les émissions câblées avec des annonces qui, plus le temps avance, plus les publicitaires comprennent que les annonces s'adressent à ces dames-là. Je pense que c'est plus des dames qui écoutent ce genre d'émissions-là, de La Voix et tout. Donc, non seulement l'émission, moi, personnellement, ne m'intéresse pas, mais, en plus de ça, les pubs sont de plus en plus abrutissantes parce qu'ils ne s'adressent pas non plus à moi. Ça s'adresse à une madame avec une éducation moyenne qui, elle, va chercher un réconfort dans des émissions comme celle qu'on a à notre télévision québécoise, qui va être La Voix, Star Academy et autres, là. Des émissions de cuisine avec des beaux garçons de 42, parce que la dame de 64, elle, oh, le beau petit Ricardo. J'y ferais pas mal. C'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'après, les médias viennent se plaindre que les codes d'écoute descendent vertigineusement vers la baisse, vers le bas. Alors là, t'es comme, oui, mais là, ça fait 20 ans si vous n'avez pas compris, allez observer les autres pays un petit peu. Allez observer les États-Unis. Les États-Unis, la particularité, par exemple, si on prend des nouvelles ou des émissions d'opinion, tu vas avoir des opinions d'extrême gauche et d'autres opinions d'autres émissions où là, ça va être plus la droite. Donc, t'as les deux. Tu choisis qu'est-ce qui, pour toi, te divertit le plus ou t'informe le plus, le mieux. Ça reste un choix. Au Québec, ce n'est que du wokisme. Et même dans notre télévision nationale qui est Radio-Canada, c'est toujours du donnage de leçons puis de la morale, puis lui, il faut l'aimer, lui, il faut pas l'aimer. On n'a pas le droit d'aimer Trump, mais on a le droit de... Trudeau, on a le droit, ça a l'air. On dirait qu'ils ne laissent pas Trudeau, hein, nos médias québécois et canadiens. Les Canadiens, des fois, il l'a pas facile, Trudeau, mais ceci dit, même sans dire des noms, on est dans un pays, le Canada, qui prochainement va élire un gars qui s'appelle Pierre Poilievre. On sait qu'il va être majoritaire. Donc, les sondages sont clairs. Il va rentrer avec une forte majorité. Et ça, on le sait depuis un bon moment. Si on recule dans la pandémie, les médias ont mis carte sur table. Nous détestons le peuple. Nous détestons les gens qui se questionnent et nous détestons les gens qui ne pensent pas comme nous. Peu importe le point. Je ne retournerai pas dans les mesures abusives de la pandémie et les salauds de médias qui ont embarqué là-dedans pour... promouvoir la dénonciation, etc. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient en plein visage un peuple à qui on ne s'adresse pas. Ce peuple-là n'ira pas écouter
des émissions qui leur crachent dessus. Mais c'est la même chose aujourd'hui. On est sorti de la pandémie, là, c'est d'autres problèmes. Alors là, les médias démonisent Pierre Poilievre à grandeur du Québec. À grandeur du Québec, sans arrêt. C'est très, très difficile. Je vous mets au défi d'aller chercher une émission de la TV câblée où est-ce qu'il va y avoir une personne qui va aller sortir des points positifs de Pierre Poilievre. Donc, la grandeur des médias va bâcher ce gars-là, va bâcher sur Trump, et on parle de deux personnes qui, s'il y avait une élection en ce moment, autant aux États-Unis qu'au Canada, Trump rentrerait et Poilievre rentrerait. Je suis pas ici pour demander aux gens, hein, pour qui vous votez, vous êtes correct ou pas correct. C'est pas ça qui est le point. Le point, c'est de dire qu'on a des médias qui se plaignent de perdre de l'auditoire quand ils ont en plein visage un peuple en grande majorité qui pense le contraire de tout ce qu'on nous montre là-dedans. Et plus les générations avancent, je pense, plus les gens sont réveillés. Donc un gars comme moi, par exemple, qui a 43 ans, je vais être clair et ça va pouvoir sembler arrogant. Les médias québécois, là, vous pouvez aller vous faire foutre. Vous pouvez aller vous faire foutre profondément. J'ai rien à glander de 99,9% de ce que vous produisez. Avec mon argent. Parce que je suis direct dans la braquette où j'en donne le plus, d'ailleurs. OK? Donc, pour moi, ça a un rapport, ça a un lien avec l'art. Avec le fait que pour moi, un artiste que je vais aimer, ça va clairement être un artiste libre qui va faire exactement ce que lui veut faire. Et c'est pour ça que pour moi, Pat Sénécal, c'est un de mes meilleurs artistes québécois. Parce qu'il a une liberté d'écrire ce qu'il veut. D'aller dans les choses les plus tordues d'un cerveau humain, de situations humaines. Et c'est pour ça que je lis du Pat Sénécal et j'en ai lu beaucoup. Donc récemment, j'ai lu Flow et Elle.com. Dans Elle.com, en résumé, c'est un homme milliardaire, un PDG, M. Saul, qui s'ennuie. Donc, il y a plusieurs réflexions à avoir en lisant des livres de Pat Sénécal. Il y a beaucoup de deuxième et troisième degré. Beaucoup de gens vont lire ça probablement et vont juste capter le côté tordu, mais il y a beaucoup, beaucoup d'espoir en l'humanité dans ces romans, mais il y a beaucoup aussi de réflexions sur, vous voyez, l'homme est PDG, milliardaire, possède une compagnie qui produit, qui achète, il achète des églises. Il achète des églises vides. Là aussi, il y a une réflexion à avoir de où est-ce qu'on est en 2024 sur le côté religieux qui n'est plus là. Dans Elle.com, on le voit bien. Donc, il va aller acheter des églises vides. Et là, à un moment donné, il rencontre un gars qui s'appelle Martin Charon, qui est aussi un milliardaire. Il est là dans l'église, puis lui aussi, il voudrait peut-être l'acheter. Puis ils finissent par se parler. Ils finissent par se rencontrer dans la vraie vie. Donc, c'est un collègue de classe que M. Saul, le PDG milliardaire, a eu quand il était jeune. Et cet homme-là, lui aussi, a réussi. Mais Martin Charon, lui, était le mal-aimé étant jeune. Et avec le temps, ils vont finir par se rencontrer. Martin Charon va introduire son nouvel ami, M. Saul, le PDG milliardaire, dans le site Elle.com, qu'on pourrait décrire comme un site du dark web. C'est-à-dire un site où est-ce que tu as accès à l'élite, dans le sens que les gens qui vont sur ce site-là, Elle.com, c'est des gens qui sont riches, c'est des gens qui sont dans l'élite, et non seulement ça leur permet de se rencontrer, mais de pousser leur perversion à un niveau incroyablement débile. c'est vraiment là... Il faut être fait fort pour lire ça sans vraiment faire « Est-ce vraiment quelque chose qui peut exister dans la vraie vie? » Oui, ça existe. Bon, c'est sûr que dans ce roman-là, c'est romancé, bien sûr.
Reste que, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant de lire un récit comme ça sur la psychologie humaine. À quel point, dans la vie, on vise l'argent, 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 puis qu'au final, une fois que vraiment on a atteint des sommets financiers, est-ce qu'on est plus heureux? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce que, par le fait qu'on n'a plus besoin de se battre contre une pauvreté qu'on veut pas, vers où on ne veut pas aller, est-ce que c'est possible qu'on finisse par s'ennuyer? Donc, tu sais, lui, il a un fils problématique, il a sa grosse maison, il y a une dame qui fait ses repas, mais il s'ennuie. Il fait de l'échangisme, mais c'est même plus assez pour lui. Et là, il va entrer dans ce site-là, qui est L.com, un site du dark web, et il va complètement bouleverser sa vie. Il va complètement, tellement aller dans des perversions qu'il n'a jamais osé aller, qu'il va finir par se faire avaler, littéralement. C'est comme si, quand il est rentré sur ce site-là, il avait vendu son âme au diable. C'est littéralement ça. Et Pat Sénécal l'a tellement réussi, ce roman-là. C'est vraiment quelque chose, pour quelqu'un qui est prêt à ce type d'écriture-là, qui est très, très élevé, qui est très, très... c'est dans les extrêmes. Mais c'est le fun d'aller là de temps en temps, et je ne pense pas que c'est malsain. Et le lien que je voulais faire avec les médias, puis Marc Dupré, etc., c'est que tout ça, c'est des gens qui ne sont pas libres dans leur art. C'est des gens qui, pour moi, sont des prostituées télévisuelles, littéralement. Et ce n'est pas le cas de Pat Sénécal. Parce que moi, la prostitution télévisuelle, ça ne s'adresse pas à moi. Ça s'adresse aux dames d'un certain âge. Ceux qui écoutent encore la télévision aujourd'hui. C'est pas les gars. C'est une affaire de femmes. Je suis désolé, c'est ça que c'est. Et ces femmes-là, d'ici, malheureusement, 10-20 ans, ne seront plus là. Donc, qu'est-ce que les médias vont décider? Hey, on devrait-tu peut-être parler à un autre type de clientèle si on va aller les chercher ou pas? Donc, voilà. Je passe un peu du coq à l'âne, je passe d'un sujet à l'autre. Je trouvais ça intéressant ça me tentait de parler de ça. L'autre livre que j'ai lu, qui est Flo, ça, c'est un livre récent de Pat Sénécal c'est une jeune fille qui, clairement, a un problème. Je ne sais pas comment l'expliquer, le problème mental. C'est comme si elle n'avait pas d'empathie. Et venant d'une famille, disons, problématique, où est-ce qu'elle vit de la violence, le père va aller battre sa femme devant sa fille, et bon. Donc, tout le long de l'histoire, tu vois, là aussi, il y a comme une réflexion que Pat Sénécal amène sur à quel point une jeune fille de 13 ans peut naître avec un problème mental ou développer un problème mental par rapport à une situation familiale qui parfois a de la violence, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Tout au long du roman, on est dans le roman, peut-être pas le roman, le journal intime de cette jeune fille-là qui s'appelle Florence. Donc Flo, même s'il y a un T à Flo et un S, il y a un lien avec Florence qui se fait appeler Flo, F-L-O, tout le long du roman. C'est qu'à un moment donné, il y a des flots de sang. Et là, il y a un T. Donc, j'adore aussi le lien entre le titre et ce jeu-là que Pat Sénécal fait à travers tout le roman. C'est parfait. C'est juste parfait. Donc, et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose pour en avoir lu quelques-uns de lui. Il y a un lien, il y a toujours un lien entre un autre 2-3 de ses romans dans chacun des romans que j'ai lus de lui. Exemple, dans Le Vide, c'est aussi un homme riche qui me fait beaucoup penser au milliardaire de dans L.com. Et d'ailleurs, c'est un peu de la même façon qu'il vire mal dans Le Vide. Tu as l'impression que L.com est un petit peu là aussi. Tu sais? Si je pense au roman « Il y aura des morts », au cours du roman, à un moment donné, le gars pour qui ça va très 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 mal, il y a des gens qui sont à ses trousses et qui veulent le tuer, il ne sait pas trop pourquoi.
Et à un moment donné, il se ramasse dans le sous-sol d'un de ses amis et il va sur elle.com. Oh! Fait que là, il y a un lien avec le roman elle.com. Et d'ailleurs, Pat va toujours laisser un petit peu planer le mystère entre pourquoi quelque chose arrive. Il va laisser le lecteur en tirer sa propre conclusion. Donc, dans le roman Il y aura des morts, on ne sait pas trop pourquoi il y a autant de monde à ses trousses qui veulent le tuer. Mais dans le roman elle.com, on comprend que tu peux mettre la tête de quelqu'un à prix et si la personne qui va réussir à tuer cette personne-là sa tête a été mise à prix, ben ça va être très 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 payant pour cette personne-là et il va être backé par un site qui au final est plus puissant que la police, que les gouvernements, et etc. Donc, c'est moins risqué pour ces gens-là d'aller assassiner quelqu'un parce que sa tête a été mise à prix sur le site elle.com. Alors, c'est tordu. Je me suis procuré récemment une liseuse que j'ai trouvée vraiment pas chère pour une très bonne. Et depuis ce temps-là, je lis des livres sur cette liseuse-là. Donc, je vais sur un site qui s'appelle banque-numérique.ca, B-A-N-Q, et c'est une bibliothèque sur Internet où est-ce qu'on peut trouver des livres gratuitement et légalement. Ça va être surtout des livres de la francophonie, mais je trouve ça très intéressant parce que tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller à la bibliothèque et je trouve que c'est moins dur sur les yeux de lire sur une liseuse que dans un roman normal. C'est plus facile à tenir dans les mains. Tu peux ajuster la luminosité, etc. Donc, voilà. C'est cela que je voulais dire par rapport à mon introduction sur le sujet « Avez-vous peur de la mort? » Oh, vous ne l'échapperez pas. Non, il faut que j'en parle. Parce que à la lecture des romans de Pat Sénécal, ben, moi, la réflexion que j'ai, c'est à quel point la vie est éphémère et à quel point c'est sérieux et à quel point on devrait s'en faire puisqu'on n'y peut rien. On s'en va tous vers là. Je me suis rendu compte que personnellement, plus le temps avance, plus ma nature, c'est peut-être de la nature humaine, c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait normal. Moi, ce qui me faisait vraiment peur dans la vie, et c'est encore le cas, mais mieux géré, disons-le comme ça, c'est de perdre des proches. De perdre des proches. De perdre un proche par la mort. La mort, c'est la fatalité. Justement, je fais le lien avec le fameux PDG milliardaire. Il peut rien faire. Par exemple, si son gars de 17 ans est problématique, puis sa vie s'en va direct dans le mur, ben le père milliardaire, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire si le jeune, lui, ne veut pas faire autre chose que la vie qu'il mène? C'est pareil pour la mort, dans le sens où quel pouvoir je peux avoir là-dessus? Donc, si je ne peux avoir aucun pouvoir sur cette mort certaine-là, qui nous touchera tous, chaque humain vivant, ben dans ce cas-là, depuis un moment, c'est comme si mon cerveau comprenait que, regarde, même si tu capoterais, quand même que tu scraperais ta vie à te dire que le jour où tu vas perdre, exemple, un parent, ça peut être pas nécessairement un parent, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un de plus jeune que nous. La vie, parfois, peut être vraiment, vraiment drastique et incompréhensive. Pourquoi il faut qu'on passe par là? Donc, c'est pour ça que je faisais le lien, vu que mon cerveau est comme tranquillement en train de se faire une raison sur cette réalité-là de la vie. Ben, c'est pour ça qu'au début du podcast, je me demande si on vit dans une simulation, dans le sens où la nature humaine fait en sorte que, pour la plupart des humains, disons, normaux, à partir d'un moment dans leur vie, comme s'il y avait quelque chose qui se dégageait dans leur psyché, qui faisait en sorte que, naturellement, ils comprenaient que le jour où tu vas perdre une personne proche,
ça va faire mal, mais ça reste une normalité. Ça reste quelque chose, je pense, que beaucoup d'humains ne veulent pas réaliser, ne veulent pas non plus analyser et avoir de réflexion là-dessus, mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est là, et personnellement, je vis de mieux en mieux avec cette réalité de la vie là et de la mort qui est là parmi nous. Donc, je trouve ça me tentait d'en parler. C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé pendant que je travaillais. C'est toujours pendant que je travaille. Et je l'avais noté. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est ça que ça me fait, moi, lire du Pat Sénécal. Mais je trouve la réflexion intéressante, surtout après avoir lu ce genre de roman-là, vu par un homme qui lui-même doit avoir des pensées très, très drastiques sur qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la mort. Tu sais. Donc, voilà. J'encourage toute personne qui aime ce genre de lecture-là de donner une chance à Pat Sénécal. Prénumérique.ca, les livres sont gratuits. C'est un moyen du gouvernement d'inciter les gens à la lecture. Et je pense que si j'étais moi-même un écrivain, je préférerais vraiment que des gens aient cherché mes ouvrages gratuitement plutôt que de ne pas aller les chercher puisqu'ils ne veulent pas dépenser pour ça. Je préférerais vraiment que tout le monde ait accès à ce que j'ai fait. C'est un peu ça la paye de l'artiste. C'est sûr que c'est moins payant parce que c'est comme une bibliothèque quand on va emprunter des livres et qu'on le ramène, on a payé juste notre carte d'abonnement. Ben oui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et Pat Sénécal a lui-même choisi de mettre tous ses livres, pratiquement toute sa collection. Je pense que c'est sa collection complète qui est sur prénumérique.ca. Donc, je lui lève mon chapeau et vraiment, pour moi, c'est un grand artiste et j'adore lire ses romans. Je vais en lire d'autres. C'est certain que je ne les ai pas tous lus. Et je ne veux pas juste lire non plus du Pat Sénécal. Des fois, c'est le fun d'aller dans autre chose, de diversifier. Mais reste que, pour moi, c'est le meilleur écrivain du Québec. Imbattable. Imbattable. Donc voilà, j'ai fait beaucoup plus long que je pensais en prenant beaucoup de tournures. J'ai réussi à embarquer les médias, les chanteurs, Marc Dupré là-dedans. C'est tordu dans mon cerveau. Hein? Oui. Moi, je suis un Pat Sénécal aussi, là. Tu sais, je veux dire, mais j'aime ça. J'aime ça aller dans des sphères de mon cerveau où je ne vais pas souvent et sortir de mon confort. Et je voulais aussi parler de... En faisant un podcast, moi j'en fais un une fois ou 2 semaines. C'est pas la fin du monde, là. C'est pas... y a rien là, je veux dire. C'est un petit peu de mon temps, mais je veux pas en manquer. Je veux pas passer, mettons, un vendredi où est-ce que je poste, où est-ce que je n'en posterais pas un, mettons. Ça serait vraiment quelque chose pour moi qui serait un échec. De dire, ah non, j'ai pas réussi. Et c'est en le faisant... ce fameux podcast-là, qu'on se rend compte à quel point, parfois, il y a des situations de vie où est-ce qu'on vit des grands stress, mais il faut le faire, le podcast. Je suis un petit peu là-dedans en ce moment. Pour des raisons X. Je suis un petit peu dans une situation où est-ce que là, OK, man, fais les bons choix et prends la bonne route et reste debout et bon, etc. Et c'est pas facile de focusser sur ce que je fais, de me concentrer sur le podcast, ce que je suis en train de dire. Faut pas que mon cerveau s'évade pour aller chercher des problèmes qui sont en suspens en ce moment et sans solution. Les solutions s'en viennent à force de réfléchir. C'est justement, je comprends en faisant le podcast à quel point ça peut être difficile pour des gens qui font de la radio en direct à tous les jours, par exemple. Des gens qui vivent des situations, exemple, familiales, et quand le micro s'ouvre, tu peux pas commencer à être déconcentré puis à laisser ton cerveau s'échapper et penser à ses problèmes. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement constructif dans mon cas de faire ce podcast-là parce que ça me prouve une chose, et c'est très positif. Tu vois, mon homme,
même quand tu es dans une situation dans ta vie où il y a de l'anxiété, il y a un stress, mais il y a une chose que de faire le podcast te prouve, c'est que tu es capable d'être opérationnel dans ces grands moments de tempête-là, dans ces grands vents-là, où est-ce qu'il faut que tu gardes le cap, puis il faut que tu restes solide, tu es capable de dire à ton cerveau, OK, là, il faut absolument que je fasse cet épisode-là. S'il te plaît, hein, reste avec moi. Sauve-toi pas. On va y retourner après dans les grandes réflexions puis dans les choses dans la vie où est-ce qu'il faut qu'on trouve des solutions. On s'en va là, tout de suite après. Mais pour le 35 minutes du podcast, stop. Et, dans mon cas, de réussir à faire ça et de me rendre compte que ça marche très bien, c'est fou à quel point ça change tout dans ma vie. C'est fou à quel point ça me prouve que peu importe en ce moment qu'est-ce que je vis, que ce soit difficile, je suis capable d'être opérationnel. Et je m'en suis rendu compte aussi, sur le marché du travail. Des moments où est-ce que tu vis des choses difficiles dans ta vie et que tu réussis malgré ça à te lever le matin, aller travailler, être de bonne humeur à job, axé sur le fait de sortir un produit de qualité et de revenir le soir ou à la fin de ta semaine te dire « Hey, sais-tu quoi? Je suis pas mal plus solide que j'aurais pu penser à un certain âge. » Et ça, pour moi, ça veut tout dire. Ça change tout. Ça change toute ma vision de moi-même. Ça change toute ma vision de la vie aussi. Et je trouve que c'est un énorme pas en avant. Et c'est pourquoi, en ce moment, le podcast que je suis en train de faire, juste avant de partir, juste avant de peser sur record, je me disais, ouf, ça va être comment? Ça se peut que ce soit pas aussi bon que l'épisode 5. Je sais pas. N'importe quel autre épisode. Il n'y aura rien de parfait. Mais moi, je suis un artiste libre. Je suis un artiste libre qui fait ce qu'il veut. Et qui ne pense pas à l'argent. Et c'est la même chose quand je vais travailler. Je ne pense pas à l'argent, je pense au produit fini qu'il faut qu'il soit correct. Donc, je donne mon 100%, mais mon 100% n'est pas le même par rapport à ce que je vis dans ma vie. Et c'est normal. Et je trouve ça important d'en parler parce qu'il s'agit d'une personne qui entend ça et qui réalise que pour mieux gérer ses anxiétés, mieux gérer ses stress, la meilleure façon, c'est de se prouver qu'on est capable d'être opérationnel pendant qu'on vit cette épreuve-là. Ça change tout. Parce qu'on n'est plus un esclave de cette anxiété-là à partir du moment où on comprend ça. À partir de ce moment-là, l'anxiété, dans sa définition, est beaucoup moins dommageable, puisque l'anxiété, ça fait partie de la nature humaine. C'est quelque chose qu'on ne veut pas qu'il disparaisse. Parce que c'est une façon de notre cerveau de nous envoyer le message, il y a un danger. Mais souvent, le problème avec le cerveau humain, c'est que là, il va voir du danger partout. Puis il va se raconter des histoires sur une situation à venir qui n'est pas encore arrivée. On se raconte des films. Comme prochainement, j'ai une rencontre là, avec... il faut que j'aille parler des choses. Puis bon, j'ai vécu de l'abus de pouvoir beaucoup sur le plancher depuis un moment et je l'ai communiqué avec une personne de confiance. Et prochainement, on va juste aller en parler. Et ça me stresse. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Mais je me répète beaucoup. Arrête de te raconter un film sur comment ça va se passer. Qui va être dans la pièce? Quelles questions ils vont me poser ou peu importe. Il faut juste que je me prépare pour dire les choses avec les bons mots, mais ça avance à rien de se raconter un film puisque la situation, une fois qu'on va être dedans, c'est clairement pas ce film-là qui va arriver. Parce que mon film,
que je me bâtis dans ma tête, il est romancé à l'os. Et ça cause de l'anxiété. Donc, je mets vraiment un frein à ça de plus en plus dans ma vie parce que ça m'amène nulle part. On construit rien en s'inventant des peurs, tu sais. C'est pas toujours facile de le stopper, le petit maudit. Ah, le cerveau humain. Ah, c'est difficile de vivre avec un cerveau. Il peut... Ce que je trouve fascinant du cerveau humain, c'est vraiment à quel point il peut être bénéfique, une arme de guerre pour les succès dans la vie, pour réussir, mais il peut être destructeur. C'est fou. Si on s'agenouille devant notre cerveau, il va nous détruire parce que c'est beaucoup plus fort qu'on pense. Par contre, comme je dis, c'est ça. Si on l'utilise à bon escient, qu'on lui donne... Il a besoin de travailler. Lui, il veut de la viande. Faut que tu lui donnes sa viande. Faut que tu lui donnes la viande que toi, tu décides d'y donner. Tiens, analyse cette donnée-là. Pas l'autre. Si on le nourrit pas bien et qu'on ne l'occupe pas comme il devrait l'être, malheureusement, il va s'en trouver de la job. Et cette job-là, c'est de te faire capoter. Parce qu'il va te dire, « Hey, ta rencontre de mercredi, là, oh merde, non, là, un tel va être là, il va peut-être te dire telle chose, tu vas peut-être geler, puis il est là juste pour te faire capoter. Lui, c'est comme un chien husky, ça je le sais que je l'ai déjà dit. Si tu le fais pas travailler, si tu le fais pas courir, il va virer fou, puis il va te faire virer fou. Donc, laissez pas votre cerveau décider de la viande qu'il mange. J'adore ce podcast-là. Particulièrement cet épisode-ci où j'étais pas sûr. J'étais pas sûr avant de peser sur Start. Sur Play. Mais pas sur Play, dans le fond, Record. Hein? Enregistrer. Non, Record, c'est un anglicisme, mais dans le monde du montage vidéo, quand un autre gars avec qui tu travailles avec toi, il va pas lui dire Python enregistré, il va dire quoi? Hein? Python enregistré. Le record? Ouais, le record. OK. C'est comme dans Bob Gratton, hein? Je sais pas si vous... C'est pas tout le monde qui a vu ça dans l'émission, pas les films, la série Bob Gratton. À un moment donné, t'as un gars qui arrive, puis là, Bob Gratton, il jette du gaz à terre pour arrondir le montant. Puis là, le gars, lui, c'est un représentant de la langue française X. Ça doit être le CRTC, je sais pas quoi. Puis là, il dit à Bob, si tu corriges pas telle chose, ça va te coûter cher. Puis là, il laisse son char, puis Bob Gratton répare l'auto, puis il se fait filmer. Puis c'est juste que ce qui m'est resté, moi, c'est quand il demande à Méo, « Méo, prête-moi le cliquet. » Puis là, t'as Méo, c'est tellement drôle. Le cliquet. Et puis là, t'as l'autre. Puis finalement, il dit, « Le ratchet, tabarnak! » Hey, ça, là. Hey, moi, ça, c'est... Ah non, mais ça, quand on dit épique, on est dans le épique rare, hein? Bob Gratton, Julien Poulain, l'acteur, bat énormément d'humoristes juste par sa façon son acting est parfait. Ce gars-là, moi, c'est vraiment un idole. Moi, c'est mon Yvon Deschamps, tu sais? Fait que... Mais cet épisode-là, où est-ce qu'il finit par avoir le dessus sur le petit monsieur vertueux. J'adore cet épisode-là. Vous chercherez ça. Bob Gratton, ça doit être dans saison 2, là. C'est excellent. Donc, voilà. On a parlé de Bob Gratton, Marc Dupré, l'anxiété, la mort, Pat Sénégal et autres. Et c'est ce que j'aime. Je suis un artiste libre. D'accord? Yeah. Et ceux qui sont encore ici en ce moment pour écouter cet épisode-là, parce que je le sais que j'ai des nouveaux auditeurs, là. Je sais que j'ai quelques nouveaux auditeurs. Et si vous êtes encore ici, merci d'être là. Ça prouve une chose. Il y a certaines personnes qui aiment ça, l'art libre. Et je suis un artiste libre. Oui, madame. Oui, monsieur. C'était... Oh, combien décousu! Mais c'était... Léon Dertal
pour la Jasette Incognito. Au revoir.